conditions de quorum sont remplies. Je propose de lever la séance en demandant à M. Sanson de bien vouloir procéder à l'appel des conseillers. Monsieur Claude Jarouin. Présent. Monsieur Alain Maurice. Présent. Madame Sophie Lézard-Kennedy. Présente. Monsieur Dumas. Présent. Madame Gisèle Barba. Présente. Madame Marie-Élie Placé. Présente. Monsieur Denis Jardin. Madame Présente. Mathieu Jardin. Madame Gaëlle Nesky. Absente excusée, donner le pouvoir à M. Michel Lauré. Monsieur Laurent Jeanne. Présent. Madame Sylvie Virol. Monsieur Michel Lauré. Présent. Madame Béatrice Vallet. Présente. Madame Marie-Christine Vernier. C'est excusé, donner le pouvoir à Mme Edith Massé. Monsieur Serge Abraham. Présent. Monsieur Éric Joubert. C'est excusé, donner le pouvoir à M. Alain Maury. Monsieur Patrick Mallet. C'est excusé et a donné le pouvoir à Mme Sophie Gaillard. Monsieur Laurent Mollet. Madame Sophie Gaillard. Présente. Madame Magali Lapin. C'est excusé, a donné le pouvoir à Claude Jarouin. Madame Céline Baudin. C'est excusé, a donné le pouvoir à Mme Sylvie Duron. Madame Élise Cartier. Présente. Madame Lisa Kimet. C'est excusé, a donné le pouvoir à Mathieu Gentès. Madame Isabelle Le Marchand. Présente. Monsieur Jean-Baptiste Arnaud. Présent. Monsieur Yves Ferret. Présent. Madame Christelle Renaud. Présente. Monsieur Marc-Olivier Ferrand. Présent. Bien, merci. Pardon. Monsieur Ferrand. Monsieur le maire, je vous informe que, comme les précédents conseils municipaux, le groupe Ensemble pour Molès va filmer en direct le conseil municipal de ce soir. Ok. Et comme chaque fois, je vous rappelle que les lieux doivent être vus d'ensemble. Bien, nous accueillons ce soir pour le premier point de l'ordre du jour M. Patro, collectivité haut du bassin rennais, qui va nous faire une présentation du schéma directeur de défense incendie sur la commune qui a été étudié avec le soutien des collectivités haut du bassin rennais. Mais auparavant, je vais vous demander si vous avez des remarques sur le procès-verbal de la séance du 13 décembre. Monsieur Ferré. Oui, monsieur le maire, page 21, dans le débat, vous faites intervenir monsieur Laurent Jeanne alors qu'il était absent à la séance. C'est une erreur de transcription. Oui. Alors, je ne Ce sera sais plus corrigé. qui avait pris la parole. Ce sera corrigé. Merci. On retrouvera à qui j'ai donné la parole et qui suffira de l'écouter. Pas d'autres remarques? Très bien, donc avec cette correction comprise, nous validons le procès-verbal de la séance du 13 décembre. Tu souhaites dire un mot d'introduction sur la défense incendie? Tout simplement, c'est avec plaisir qu'on accueille M. Patro, parce que nous avons travaillé avec les services de la collectivité, ma collègue Marie-Élie Placé, sur le schéma directeur de défense incendie. Un travail de fond nécessaire, indispensable. Et je vais vous laisser M. Patro présenter, puisque c'est avant tout votre travail de restitution. Au moment où vous préparez, si je vais solliciter un ou une volontaire pour assurer les fonctions de secrétariat de séance. Madame Françoise Leray, pas d'opposition. Très bien. Monsieur Patro, c'est à vous. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir. Effectivement, je vais vous présenter un travail qui a été réalisé en collaboration, avec les services de la ville de Molès, à la demande des élus, qui consiste à faire un point complet de la situation de la défense extérieure contre l'incendie. Donc en préambule, il est toujours intéressant de se rappeler de quoi on parle. Et donc je vais faire un très court rappel réglementaire, évidemment. On ne va pas se lancer dans la réglementation dès à présent, mais juste resituer le contexte. Car la défense extérieure contre l'incendie, c'est une action locale, mais qui émane de directives nationales, avec un référentiel national qui a été créé en décembre 2015, et qui lui fixe la méthodologie générale à appliquer les principes généraux de gestion de la défense extérieure contre l'incendie en France.
cet échelon national se décline au niveau départemental, comme c'est le cas ici en Ille-et-Vilaine, où là, on a un document qui s'appelle le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, qui fixe, lui, les règles adaptées au territoire pour gérer les risques et la contingence sur ce territoire. Il est bon à ce moment-là de rappeler quelques dates sur l'Ille-et-Vilaine. Il n'y a pas d'erreur. On a bien du 2012 avant du 2015. C'est-à-dire que l'Ille-et-Vilaine était en avance sur le niveau national dans un premier temps, puisqu'un premier décret était sorti en 2012 pour gérer la défense incendie sur le territoire. Et il y a eu une révision suite au référentiel national qui a été faite en juillet 2018 pour adapter certaines règles qui n'étaient pas conformes au référentiel national. Depuis 2018, on a fait du retour d'expérience et avec le SDIS, on a essayé de travailler main dans la main, des fois même en confrontation, parce que les demandes du SDIS peuvent être largement différentes de celles du territoire et des possibilités dont on dispose sur les territoires. Donc on a fait évoluer le règlement de 2018 et il a été signé en octobre 2023, donc vous voyez qu'on est en concomitance avec le schéma communal qui lui a été réalisé courant 2022 et 2023 sur la commune de Melesse. Il se décline donc à l'échelon très local, et c'est vraiment une déclinaison au titre du RD2ECI, au titre de la police administrative spéciale de DECI, qui est détenue par le maire de la commune. Donc à ce titre-là, le SDIS incite très fortement les communes à avoir un schéma communal, à avoir, un, la connaissance, deux, l'analyse et la perspective vers l'avenir. Donc quand on parle de DECI, on parle de quoi? Donc DECI, c'est défense extérieure contre l'incendie. Donc si je résume, et pour être très terre à terre, c'est grosso modo les poteaux incendie que vous voyez partout sur le territoire, qui peuvent se décliner en bâche incendie, qui peuvent se décliner en bornes incendie, qui sont dans les trottoirs. C'est une approche individualisée au regard du règlement, individualisée au niveau du territoire, au niveau communal, et sur la base d'une analyse uniquement bâtimentaire. Ça veut dire que, par exemple, le feu de forêt n'est pas compris dans cette analyse globale. Et ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est que le schéma et donc le document qui a été livré à la commune est un document vivant. C'est-à-dire qu'on fait un état à un instant T, on fait des perspectives à un instant T plus 1, et évidemment les perspectives de l'instant T plus 1 ne sont pas forcément les mêmes de l'instant T plus 2, mais ça on va le voir durant ma présentation. Qu'est-ce que nous permet ce document? Il nous permet d'avoir la connaissance de l'état du territoire et de l'existant, de faire le constat des carences. Alors, les carences, elles ne sont pas propres à Melesse, hein, il y en a partout sur le territoire départemental et partout sur le territoire français. D'intégrer les évolutions prévues et prévisibles des risques sur le territoire. Je veux parler des actes, je veux parler des lotissements qui sont connus de la municipalité, mais aussi des adaptations de type travaux sur la voie urbaine, sur la voirie. Et ensuite d'établir une priorité d'équipement pour essayer d'améliorer les constats qu'on a pu faire, et donc les constats à charge, enfin en défaut sur le territoire. On applique toujours le même processus pour ce qui nous concerne, à cette différence près que pour Melesse, on a été obligé d'adapter l'écriture de nos scripts informatiques, puisque sur Rennes Métropole, on fonctionne avec la base de données voirie de Rennes Métropole, qui n'existe pas à Melesse. Donc on a dû adapter tous nos scripts pour les adapter sur la base de données de l'IGN. Le processus commence par une analyse de la couverture, la prise en compte des projets, comme je l'ai dit tout à l'heure, la détermination de toutes les solutions possibles, avant d'en arriver à une forme de planification qui, elle, est une planification pas à l'année, mais sur 20 ans. C'est-à-dire que là, on se donne vraiment une vision à très long terme pour couvrir l'ensemble du territoire. Je vais le redire plusieurs fois, mais le document qu'on a sorti prend en compte l'ensemble des bâtiments de la commune, ce qui, d'un point de vue raisonnement intellectuel et d'un point de vue défense du denier public, on va en parler, mais est une aberration, parce qu'il y a des moments où l'importance de l'investissement à faire par rapport à ce qu'on va couvrir est vraiment très démesurée, mais ça, on en reparlera.
Et enfin, on finit par la rédaction du document. Alors, je l'ai fourni à la commune, je crois qu'il doit faire 80 pages, quelque chose comme ça, le document, avec l'ensemble de l'analyse. Parlons maintenant, rentrons dans le vif du sujet, le risque courant de la commune. Le voici, il est devant vous, et voici ce qui va et ce qui ne va pas. Donc ce qui va est en gris. Donc tout ce que vous voyez en gris, c'est des parcelles qui sont dites couvertes, sur lesquelles il y a un bâtiment et sur lesquelles on va bien trouver un point d'eau incendie à distance réglementaire, dans les conditions réglementaires de bâtiment. Je parle bien de bâtiment de type habitation. C'est une analyse qu'on a faite en parallèle et sur laquelle on va revenir tout à l'heure. Évidemment, ce qui est en blanc, c'est pas très bon, mais c'est pas notre priorité puisque ce n'est pas bâtimentaire. Ça va être des champs, des bois, des prés, enfin voilà, toutes des exploitations agricoles, voilà. Donc, pour le coup, effectivement, c'est pas couvert, mais dans ce cadre-là, il n'y a pas besoin de couverture. Et en rose foncé, pour ne pas mettre en rouge, c'est les parcelles qui ne sont pas couvertes et bâties. Donc c'est bien sûr sur ces points-là qu'il faudra qu'on travaille, que l'on a travaillé pour améliorer la situation. On voit le zoom de la commune sur le centre-bourg, voilà, qui nous permet de voir la situation. Alors, si je reprends, pour revenir un tout petit peu en arrière, juste pour faire le résumé, on constate quand même que la commune est très 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 diffuse, avec énormément d'habitats isolés, ce qui évidemment est une complexification assez importante pour le résoudre. Donc ce très fort mitage est un point qui malheureusement pour la situation de la commune n'est pas un point facile à résoudre, mais ça après il appartient effectivement à chaque conseil municipal de voir jusqu'où on va dans la proactivité. Et on identifie également un nombre d'exploitations agricoles relativement important sur le territoire. Et j'ajouterais également que la surface, mais ça vous connaissez mieux le territoire que moi, hein, la surface de la commune est extrêmement importante. Donc tout ça, c'est des points, je dirais qu'on va mettre ça au titre du passif, parce que forcément, ça va peser sur la façon dont on va pouvoir agir. Pour ce qui concerne la partie centre-bourg, globalement, on a quand même un centre-bourg qui est plutôt très bien couvert. Alors quand je dis plutôt très bien couvert, c'est pas simplement au regard de ce que je vois là, mais c'est par rapport à d'autres communes que j'ai pu faire dans le département, sur lesquelles on a des carences qui sont bien plus importantes et sans doute beaucoup plus dures aussi à résoudre. Alors je ne dis pas que tout est parfait, mais en l'occurrence, la grosse tache rouge qu'on va voir légèrement au nord-ouest de la commune, c'est une tache rouge qui va se résorber assez facilement par la pose d'un poteau dès cette année, je crois, qu'il est programmé dans l'année. Donc déjà, quand on enlève cette tache rouge, on voit que la commune a un maillage de poteaux incendie qui est très intéressant et sur lequel on va pouvoir s'améliorer en temps et en heure, je dirais, à chaque fois que l'occasion se présentera. Donc cette zone, j'en ai parlé, et je vous rappelle juste un petit inventaire de la commune sur les PEI, donc 99 poteaux incendie ou bouches incendie sur le territoire, un réservoir artificiel, un cours d'eau, donc lui il est au niveau de l'ancien restaurant au bord du canal, j'ai oublié le nom. Voilà, la ville en bois, merci. 5 cuisards et un point d'eau naturel aménagé. Voilà l'état des lieux sur lequel on peut s'appuyer aujourd'hui pour la défense incendie du secteur. On note également que sur le centre-bourg, on a 2 réservoirs artificiels qui sont dits privés et qui vont passer public. Ils le sont déjà passés. On a juste à voir ensemble l'acte administratif qui fait qu'effectivement la commune a bien récupéré l'ouvrage, mais du coup qui va aussi couvrir une zone du territoire non couvert. Ceci est un document qui nous permet de voir les objectifs à atteindre. Donc, l'objectif à atteindre, c'est de faire tendre vers 0 l'ensemble des cases rouges. On a donc fait, nous, une répartition de la situation par zone du plus, hein, pour identifier ce qu'il y avait à la zone du plus. Puisque le règlement départemental s'appuie sur les zones du plus pour
dégager les distances et les besoins en eau pour les sapeurs-pompiers. Donc en zone U, on remarque qu'on a une très bonne couverture, hein, puisqu'il reste 5%, 6% à couvrir sur cette zone. Et c'est une remarque qu'on peut se faire pour toutes les zones, excepté celle des zones A, ce qui, au regard de ce que j'ai dit tout à l'heure, n'est pas extrêmement surprenant. Donc je reparle du mitage, mais je ne vais pas y revenir systématiquement. Vous avez bien compris, le mitage, hein, c'est l'isolement des bâtis sur le territoire, qui nous rend la tâche un peu compliquée. Alors, quand on a fait ce diagnostic, ces petites remarques, l'idée maintenant, c'est de trouver quelles solutions sont à notre disposition pour pouvoir régler les problèmes. Parce que c'est bien dans cette posture-là qu'on se met quand on fait un schéma. Il ne s'agit pas simplement de regarder, mais derrière, effectivement, d'être proactif pour régler les soucis qu'on a identifiés. Donc on a exploré avec la commune les différentes solutions possibles. On en a 3 ici à notre disposition, et quand je parle des solutions possibles, j'enlève d'emblée les poteaux incendies qui restent toujours une priorité parce que facile à mettre en place, pas trop onéreux, même si effectivement ça pèse, hein, et surtout facile à entretenir. Non, je ne vois pas. Voilà. Donc ce qu'on appelle nous les chemins dévidoirs, ce sont des chemins dits piétons qui peuvent contribuer à l'amélioration de la défense incendie. Eux, ils ont l'avantage d'être très peu onéreux et d'être déjà existants. Mais le règlement nous oblige à avoir certaines conditions pour pouvoir les accepter en tant que chemin dévidoir. Donc il y a des conditions de largeur, des conditions de pente, des conditions aussi de sol, qui fait qu'on a fait une étude sur l'ensemble de la commune, et au final, on va en avoir retenu que 2 ou 3. Donc là, sur ces 2 ou 3, il y aura simplement une signalétique à mettre, verticale, qui permettra d'identifier ce chemin comme étant un chemin divisoire, et d'emblée faire disparaître des zones rouges. Vous verrez dans l'animation de fin, les zones rouges du territoire qui vont disparaître les unes après les autres. Ça, c'est pour la première solution dont on dispose. La deuxième solution dont on dispose, c'est d'aménager les étangs existants. Ils ont l'avantage, eux aussi, d'exister. Ils ont le désavantage d'être, pour la plupart, des points d'eau privés et souvent pas aménagés. Donc, ils ont un coût. Mais il y a aussi un coût administratif et juridique qu'il faut régler pour pouvoir les utiliser. Donc, on a recensé l'ensemble des points d'eau du territoire. On les a revisités un par un. Enfin, quand je dis on, hein, là pour le coup, c'est bien la commune, enfin les employés de la commune qui ont travaillé sur le sujet, pour nous dire si oui ou non on allait pouvoir les utiliser comme des points d'eau incendie, éventuellement, à certaines conditions, conditions d'accord avec le propriétaire, conditions d'aménagement et de coûts financiers pour faire ces aménagements. L'aménagement étant, excusez-moi, je ne sais pas trop, majoritairement la mise en place d'une plateforme pour permettre en compte de pouvoir se mettre en œuvre avec un maximum de sécurité et d'efficacité. Et un chemin carrossable. Et un chemin carrossable. Donc, des conditions d'accessibilité et d'implantation du camion de pompier. On part toujours sur un ange à l'eau. On sait qu'il y a des motopompes qui existent, mais on ne sait pas quel véhicule va intervenir, donc on est obligé de toujours partir sur le scénario du pire. C'est la politique du SDIS et ils savent mieux que moi ce qu'est le risque et ce que ça veut dire de le régler. Et dans un dernier point, on a fait aussi un rapprochement de ce qu'on appelle les risques particuliers. Je vais faire je crois que j'en parle un peu plus loin. On a rapproché avec des possibilités justement de points d'eau naturels. Je vais y revenir un peu plus tard, mais vous voyez, il y a quelques points sur lesquels la commune va pouvoir travailler main dans la main, soit avec l'exploitation agricole, soit avec un industriel qui se trouve à proximité d'un point d'eau naturel. Ça, c'est une solution qu'on recherche parce que alors, on a exploré, et on a aussi regardé où est-ce qu'il fallait mettre des points d'eau incendie pour couvrir l'ensemble du territoire. Et là, quand j'ai expliqué ça aux élus de la commune, ça a piqué un peu. Mais je le comprends, hein, parce que... mais
s'attendait, on l'avait dit, hein, puisque le mitage fait que, de fait, il y avait beaucoup de points d'eau incendie à mettre en place. Et en l'occurrence, et je parle bien d'hypothèse idéale, c'est 98 points d'eau à mettre en place. Alors j'explique effectivement, c'est la configuration de la commune qui veut ça. On a aussi un réseau d'adduction d'eau potable qui est assez défavorable pour la mise en place de poteaux incendies dans certains secteurs. Ce qui fait que quand on a épuré l'ensemble des possibilités qui s'offrent à nous pour résoudre un problème de défense incendie, il ne nous reste plus que la construction de réserves incendie, qui nous amène à 34 réserves incendie. C'est ce qu'il y a de plus coûteux dans la résolution de la défense extérieure contre l'incendie. Là se pose la question de, après, comment on va privilégier les choses, comment on va les faire et dans quel sens. Là, je fais la partie risque particulier. En parallèle de l'étude des risques courants dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, on a fait une étude des risques particuliers, c'est-à-dire qu'on a recensé l'ensemble des risques particuliers du territoire. Et là, c'est assez complexe parce que pour le coup, il n'y a pas de base de données qui existe. Et donc, on a fait un travail, nous, en amont, pour regrouper plusieurs bases de données partielles. On a fait des mélanges et on a fait du tri. Donc, j'avais, moi, plus de 1000 points à aller voir. Et après nettoyage, on se retrouve avec un recensement de 397 risques particuliers sur le territoire. Ce qu'on appelle risques particuliers, ce sont les ERP, les exploitations agricoles, les parcs de stationnement, les campings, les terrains des gens du voyage sont considérés comme des campings. Je suis en train d'en oublier, les parcs de stationnement, j'en ai parlé, les industries et les artisans, bien sûr, excusez-moi, qui rentrent dans les cas des risques particuliers. L'idée, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous vous rappelez, il y avait un slide qui permettait de voir le risque particulier par rapport au risque au plan d'eau naturel. L'idée est de faire un travail de mise en commun entre les exploitations agricoles qui ont des obligations au regard de leur activité et une nécessité de résoudre des soucis sur la commune. Et donc, il y a un point commun qu'on peut effectivement mettre en avant et faire avancer ensemble. Cette étude des risques particuliers a été demandée par la mairie, ce qui permet aussi aux maires d'alerter les exploitants des différents risques particuliers, parce que c'est eux qui sont responsables de leur établissement. La commune fait en sorte d'apporter du risque, de résoudre le problème du risque courant, mais il appartient au propriétaire de l'ERP ou de l'industrie de faire son œuvre sur la partie qui va au-delà du risque courant. En résumé, dans une zone urbanisée, il faut 60 mètres cubes heure pendant 2 heures à moins de 200 mètres. Si l'industrie demande 120 mètres cubes heure pendant 2 heures à moins de 200 mètres, les 60 mètres cubes heure qui restent sont à la charge, théoriquement. C'est comme ça qu'on voit des réserves d'incendie arriver, notamment vous en trouvez pas mal dans la zone de la route du Nord. Donc, on en arrive au moment où c'est posé. On a cherché des solutions. On a fait l'ensemble des diagnostics. On a fait l'ensemble des constats. J'ai eu des directives sur les priorités qu'il y avait à donner. Donc j'ai fait une première proposition de planification des points d'eau à mettre en œuvre. Ça nous donne un tableau. Alors c'est assez barbare, hein, d'ici de loin ça n'a que peu d'intérêt, mais ça vous montre qu'on a quand même fait un travail par tranche de cette période, avec évidemment pour la période 1 ce qu'on va faire dans les 3-4 années à venir, puis tous les 3, 4, 5 ans se donner des perspectives pour arriver à la zone bleue qui, elle, est une zone qui finalement va regrouper principalement des réserves incendies, mais surtout des réserves incendies associées à 1 ou 2 bâtis. Grosso modo, en temps normal, une réserve incendie dite souple, c'est aux alentours de 25 000 €. Alors les devis que nous on a reçus dernièrement ne sont pas du tout dans cette marge-là et les entreprises ont tendance à beaucoup surcoter. Donc, là il y aura la négociation à rentrer ou des marchés à faire de manière à essayer de réduire ces coûts. Ceci étant, la question qu'on peut se poser sur cette dernière tranche bleue, c'est est-ce qu'il est bien
raisonnable d'investir ces sommes pour un particulier ou deux particuliers? Ça, c'est pas à moi de répondre à cette question-là. Évidemment, c'est à l'ensemble du Conseil de regarder chaque cas. Donc nous, ce que l'on considère à la collectivité, c'est qu'on ne laisse personne sur le bord de la route. Évidemment, si quelqu'un veut avoir un projet alors qu'il est dans cette zone bleue, il peut l'avoir. On a juste un problème. Donc dans ce cas, on alerte et on considère ça comme une opportunité de travailler avec cette personne-là pour améliorer la situation de son environnement. Et parallèlement, nous, on continue de travailler avec le ZIS pour essayer d'assouplir ça. Il faut savoir qu'au niveau national, ce point-là en particulier fait beaucoup grincer les dents au niveau des conseils municipaux et des élus. Ça, c'est quelque chose qui ne passe pas du tout parce qu'on voit bien que la facture est beaucoup trop élevée pour résoudre l'ensemble du schéma et il n'y a pas de niveau bas aujourd'hui de mis en place. Ce serait quand même théoriquement intéressant. Donc on a convenu avec M. Maury qu'en deçà de 15 unités bâties, on ne serait pas proactif. Sauf opportunité comme je viens de le dire. C'est-à-dire qu'on ne laisse personne sur le bord de la route, mais il n'y a pas de proactivité. Donc les périodes 7 et 8, évidemment, sont un peu plus... Le principe de cette planification, c'est aussi d'avoir une révision à chaque fin de période. On voit où on en est, on voit quelles expériences sont arrivées, et on ajuste évidemment cette planification. Comme j'ai dit, le document il est vivant. Déjà là, après 3 mois, on a déjà des choses qui ont switché. Et donc c'est un document qui doit vivre tout au long de sa vie. Et là, on a parlé de 20, 25 ans. Il ne s'agit pas d'être à moins. On n'a pas non plus calé une période en se disant c'est 3 ans, c'est 4 ans, c'est 5 ans. Puisqu'évidemment, l'idée c'est de caler ces périodes-là avec les possibilités financières de la commune pour améliorer les choses. Donc des fois, il y a des adaptations qui vont se faire. Sur une année, on va peut-être rien faire. Et l'année d'après, on va investir 40 000 € dans deux réserves incendie. Et c'est un équilibre qui se fait tout au long de la période. C'est bon. Je vais laisser du temps. Donc là, c'est le plan d'action, c'est qui fait quoi. Alors ici à Melès, c'est assez simple, puisqu'il n'y a pas de répartition entre la métropole, etc. Donc c'est la commune qui fait presque tout. Néanmoins, et vous avez anticipé tout à l'heure, dans le cadre de l'assistance technique et réglementaire, la collectivité et le SDIS sont toujours là pour aider, pour donner le cadre juridique, pour donner le cadre réglementaire et assister techniquement la commune dans la réalisation des points d'eau incendie. Donc il y a divers points, donc la création des pays, les chemins dévidoirs, on les a tous vus tout à l'heure, la mutualisation des réserves incendie, où là la commune a vraiment un gros travail à faire pour la connaissance de son territoire. Et donc, le dernier slide, alors on va le faire voilà, on va le passer directement. C'est une animation et vous allez voir de l'état initial comment on va réussir à couvrir l'ensemble du territoire période par période. Vous allez voir donc les taches rouges disparaître au fur et à mesure de la petite animation. Et pendant ce temps-là, je suis à votre disposition pour répondre aux questions, ce qui permet, je ne sais pas si je suis dans les temps, mais je dois peut-être mal. Et donc chaque couleur est donc représentative d'une période. Toute l'animation est faite. Ça se finit, mais de toute façon je peux répondre parallèlement et puis on peut le passer en boucle, il n'y a pas de problème. Merci Monsieur Patro. Donc, des questions? Monsieur Marvaux. Oui, Monsieur le maire, merci. Merci, Monsieur Patro, pour cette présentation. Alors, j'ai 2 types de questions, Monsieur le maire. Des questions pour Monsieur Patro et puis quelques questions ensuite pour vous. Vous parlez réserve incendie, 20 000 €, si j'ai bien compris, parce que vous nous dites 2, ça fait 40, donc ça fait près 20 000. Le volume d'une réserve incendie? Alors ça dépend. Ça dépend. Ça dépend du risque. D'accord. Ça dépend de la zone dans laquelle il se trouve. D'accord. Donc on l'adapte entre 30 mètres cubes et 960 mètres cubes. Ok. Le prix d'un poteau incendie aujourd'hui? Alors nous, C'est sur quel le ordre? territoire, avec la SPLO du bassin rennais, on est aux alentours de 6 500 €, fourniture, pose, branchement compris. À condition que la canalisation d'eau en dessous le permette. J'allais y venir, merci Madame Massé. J'imagine qu'on a évidemment un problème de pression de réseau. Donc, est-ce que vous avez fait des tests
sur le réseau et est-ce qu'il y a, au point les plus éloignés du réseau, des pressions qui seraient insuffisantes pour l'installation de ces poteaux? Parce que ce n'est pas le tout de dire on va en mettre. Oui. Madame, j'adresse mes questions à M. Patro. Donc, est-ce qu'il y a des tests qui ont été faits sur la pression d'eau? Oui, il y en a tous les ans, D'accord. parce qu'ils sont rendus obligatoires. Donc la commune fait régulièrement des tests d'élimination de l'ensemble des points d'incendie. Donc ça, c'est le cas dans le cadre de notre assistance. Effectivement, on a bien l'ensemble des pressions qui existent. Mon collègue référent du réseau travaille à améliorer la situation du réseau sur la commune. Il y a des endroits où on ne pourra pas, de toute façon, on le sait, mettre de poteaux incendie. Parce qu'on est toujours dans un équilibre entre la défense extérieure contre incendie, mais surtout la fourniture d'une eau qui soit potable et sanitairement acceptable. Donc il y a des endroits où quand on a un gros tuyau avec de l'eau qui stagne, c'est pas envisageable. Donc on est obligé d'adapter ça en fonction effectivement et de l'habitat et du réseau. Du coup, quand on regarde votre tableau prévisionnel avec les couleurs et le bleu en particulier, ce qu'on comprend, c'est que tout ce qui est dans le début du tableau, on a les points d'implantation possibles et la pression nécessaire sur le réseau. Pas toujours. Pas toujours, d'accord, ok. Donc on pourrait aussi avoir une réflexion de réseau à faire en parallèle. On peut avoir une réflexion réseau, il va y en avoir une. Ils sont intégrés notamment une étude à l'horizon de 3 à 5 ans qui va être coûteuse, on le sait, mais qui va pouvoir permettre sans doute de résoudre une dizaine de points qui aujourd'hui sont en réserve incendie, mais qu'on va pouvoir passer en poteau incendie. Parce qu'évidemment, nous, c'est notre priorité, c'est de passer des poteaux incendie. Donc, dès qu'on va pouvoir en mettre, on va en mettre. Dans l'étude, pour être très précis, pour refaire le recollement avec la question d'avant, effectivement, quand on a des doutes, on a fait ce qu'on appelle une modélisation hydraulique pour savoir si oui ou non on va pouvoir mettre un poteau incendie. Et si ce n'est pas le cas, j'ai été voir mon référent pour savoir si oui ou non il allait avoir des projets qui allaient améliorer la situation. Donc c'est le cas de toute une zone sur la partie est de la commune. On a toute une boucle sur laquelle on va faire l'étude et sur laquelle on va pouvoir passer, je crois, 7 à 8 poteaux incendies, alors qu'aujourd'hui on peut pas. Pour être complet, pour répondre complètement à la question, les zones, les périodes, elles ne sont pas déterminées en fonction surtout en fonction du nombre de bâtis qu'on va couvrir. Oui, c'est bien ça, oui, on est bien d'accord. C'est là que moi, ma feuille de route, elle a été indiquée, c'est qu'on va prioriser l'endroit où il va y avoir beaucoup de bâtiments à couvrir. Ce qui est logique, à double titre. D'abord, parce qu'on va avoir une meilleure performance, et également parce que l'investissement qu'on va y faire s'entend. C'est-à-dire qu'on a plus de facilité à dire on va mettre une réserve là parce qu'on va couvrir 350 personnes que d'en mettre une là alors qu'on en couvre 2. Ce que je voulais vous faire dire, c'est que on n'a pas la solution, c'est pas simplement de multiplier les 98 poteaux incendies que vous appelez de vos voeux par 6 500 € et vas-y, on a la facture. C'est beaucoup plus complexe que ça, compte tenu des besoins. C'est beaucoup plus complexe et la facture d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. C'est-à-dire qu'on va faire évoluer aussi la réglementation. C'est déjà le cas dans la réglementation 2023 pour l'assouplir et faciliter la mise en œuvre. Merci infiniment pour ces réponses. Du coup, monsieur le maire, moi j'avais 3 questions qui concernent plutôt, qui vous concernent plutôt. Alors d'abord, est-ce qu'il serait possible d'avoir la transmission du schéma, le document en format PDF, puisqu'on Oui, bien sûr. on ne l'a pas eu Bien sûr. avant la réunion. Ensuite, j'ai 2 questions qui... Il a été distribué en commission. Vous l'avez. Non, madame, je me... Vous pas, mais il a été distribué en commission. Donc, C'est la Il y avait réponse. pas, de votre madame, livre, C'est la madame, réponse. il n'y avait pas d'agressivité dans ma question. Il y a juste une question très simple. C'est la réponse. Je ne me souvenais pas, monsieur le maire, que vous ayez donné la parole à madame. Donc, je vous remercie, monsieur le maire, de bien vouloir nous transmettre ce document par PDF à l'ensemble des élus, en tout cas, les ensembles des élus qui ne sont pas dans les commissions ad hoc. Monsieur le maire, qu'en est-il de l'information de la population, des notaires, au moment des ventes des biens immobiliers qui ne seraient pas couverts par de tels titres? Je n'ai pas souvenir que ça apparaisse dans les actes notariés, mais peut-être que c'est écrit sous une forme ou sous une autre. Monsieur Maury peut apporter une réponse. À chaque fois qu'il y a ce qu'on appelle une opération immobilière qui se réalise, on analyse systématiquement ODR est régulièrement sollicité par le service urbanisme. Donc on fait une approche de la défense incendie, et puis validée ou pas validée, puisqu'il y a une validation. S'il y a une maison où on augmente la surface habitable, on considère que c'est une augmentation du risque. Là aussi, on vérifie, donc les gens sont parfaitement bien informés. Il nous est arrivé de refuser un permis parce que le risque incendie n'est pas couvert.
Ce que l'on fait également pour être complet, c'est lorsqu'il y a une opération, je vais prendre un exemple, c'est la petite opération, le lotissement de la Rouanière. On a imposé une défense incendie à la charge de l'aménageur. Hein, il y a une et la collectivité va récupérer, ces semaines prochaines que les documents vont être réalisés. On récupère, nous, dans le domaine public, cette défense incendie-là. On l'a imposée au nord des Fontenelles sur une opération privée. Et on travaille avec CXI Immobilier dans le cadre de la ZAC du Feuil, où, à l'appui justement de ce document-là, on a, avec eux, modifié, entre guillemets, l'implantation de leur poteau de défense incendie, qui couvrira bien la ZAC du Feuil, et qui couvrira aussi quelques unités complémentaires, voilà, et à la charge de l'aménageur. Très bien. Merci. Et alors, une dernière question. Alors là, je ne sais pas si on a la réponse ce soir. J'imagine qu'au moment d'un départ de feu, les pompiers partent sur une intervention. Ils n'ont pas connaissance, adresse par adresse, de l'accessibilité des poteaux incendies. Alors, ils en connaissent, ils ont la carte d'implantation, la question ne se pose pas. Mais dans l'hypothèse où ils partent sur un départ de feu et où la zone n'est pas couverte directement par une bâche ou par un poteau incendie, est-ce que ça veut dire qu'ils disposent d'une réserve? J'ai pas souvenir d'avoir vu sur le parc de Melesse autre chose que des réserves citernes légères. Et ça veut dire que derrière, on est immédiatement en appui sur ou un raccordement. Comment ça se passe? Sur un départ de feu? Je ne sais pas trop. Alors, Je travaillais au 10 avant. Ça va nous aider. Facilement à faire le rapprochement. Donc, quand il y a un déclenchement des secours pour un incendie, bon, évidemment, ils ont une cartographie, donc ils ont tout de suite une vision du territoire, de savoir si oui ou non il y a un poteau incendie. S'il n'y a pas de point d'incendie, ils modifient ce qu'on appelle le train de départ. Et dans le train de départ classique, on a un FPT, enfin 2 FPT, et puis des véhicules légers. S'il manque des points d'incendie, d'emblée, ils vont faire appel à un CCGC, donc un camion citerne grande capacité, qui n'est pas forcément basé à Melesse, et qui lui doit mettre moins d'1 heure à venir pour venir faire les rotations. C'est que dans les FPT, il y a déjà une réserve d'eau qui permet de faire la première attaque. Et ensuite, il est complémenté par les CCGC qui vont venir en soutien, et éventuellement l'habillement, puisque derrière, là, il y a un camion habillement effectivement sur Melesse. Je voulais aussi indiquer que l'attaque du feu, c'est pas la première chose qu'ils font. Quand ils arrivent sur site, bon déjà, ils font ce qu'on appelle le message d'ambiance, hein, pour voir où on en est. Et la première chose qu'ils vont regarder, c'est de sauver les vies. Donc c'est sortir les humains et les animaux des bâtiments, hein, puisqu'aujourd'hui l'animal est traité comme un humain. On les sort d'abord du bâtiment, ensuite on protège les alentours pour éviter la propagation, et ensuite on attaque le feu. Donc ça c'est important que chacun des élus le sache, parce que évidemment quand on est dans l'émotion de voir sa maison brûler, on ne comprend pas que les pompiers n'attaquent pas directement le feu, ne l'éteignent pas tout de suite. Donc il y a des priorités, c'est la vie, la non-propagation, puis le bien. Merci, monsieur. Merci pour ça. D'autres? Monsieur Molès. J'avais aussi une question par rapport à. J'ai bien compris que sur la carte, on traite notamment des groupements. Est-ce qu'il y a une notion de risque aussi? Est-ce qu'il y a des risques particuliers sur la commune? Risques industriels, des logements qui pourraient être à risque particulier? Est-ce qu'on arrive à quantifier ça? Ouais, c'est quantifié. En termes de logement, il n'y a pas de risque particulier. Ce qu'on appelle nous risque particulier dans les logements, c'est quand on va être sur du R+4 et plus, où là, effectivement, on est sur des réglementations particulières avec la mise en place de colonnes sèches, etc. Donc, ça, sur la commune, on n'en a pas, et je ne crois pas que le plus l'autorise de toute façon, puisqu'on est R+2. On est R+2. Un EHPAD n'est pas un risque particulier. On n'est pas sur du logement, on est sur un ERP. Et là, effectivement, des ERP, des risques particuliers, on en a beaucoup, 396, je crois, ou 17. Et effectivement, ils sont répartis selon les cas sur de l'industrie, de l'ERP ou de l'exploitation agricole. On n'a pas à proprement parler, à ma connaissance, d'ICPE industriel avec un fort risque. Par contre, on a des exploitations agricoles qui, elles, sont traitées directement par le 10 et par les services de l'État. Merci, M. Ferré. Oui, est-ce qu'il y a des subventions pour l'installation des poteaux des bâches? Alors, ça c'est typique, hein, forcément. Donc au niveau national, non. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Alors, il y a des leviers qui commencent à arriver, hein, parce que finalement, vous avez vu, hein, c'est une réglementation qui est très récente, le référentiel
Le cadrage national n'est intervenu qu'en 2015. Le temps que les communes l'ingèrent et comprennent ce que ça veut dire en termes de territoire, il s'est passé 2-3 ans. Et là, on a commencé à avoir les premières réactions, et notamment un rapport sénatorial qui est sorti. Il n'y a pas aujourd'hui de subvention à proprement parler. On a des fonds verts qui commencent à arriver. Donc les fonds verts, c'est plutôt lié à la défense des habitations en bordure de massifs forestiers. Donc on n'est pas concerné à Melesse. Je suis en train de faire celui de Saint-Sulpice. Par contre, nous, on a fait une demande de fonds verts pour Saint-Sulpice-la-Forêt. Alors, après, il y a la stratégie communale. Monsieur Maury en a décliné une ou deux tout à l'heure en disant qu'il y avait des demandes qui étaient faites et on récupère les biens. Rennes Métropole a une stratégie aussi où elle investit de l'argent en proactif sur des projets existants. Mais il n'y a pas de subvention à proprement parler existante. Merci. D'autres questions? C'est pas des questions, c'est une remarque. Sur les maisons individuelles, pour l'instant, c'est pas la priorité. Est-ce que la question éventuellement d'utiliser plutôt de l'ODEPI que de l'AEP? Alors, il appartient à chacun, effectivement, de voir comment on remplit sa réserve. Il n'y a pas d'obligation de se brancher sur l'AEP. L'AEP a cet avantage d'avoir de la pression qui permet aux pompiers de fonctionner. Donc, effectivement, d'emblée, l'AEP est utilisée, surtout si on a un poteau incendie. Maintenant, effectivement, pour les maisons isolées, on ne va pas avoir d'autres moyens que de mettre une bâche incendie. Donc là, pour répondre à la question de tout à l'heure, la bâche incendie pour une habitation de moins de 250 mètres carrés au sol en rural, c'est 30 mètres cubes. Donc c'est pas beaucoup de foncier. Malgré tout, il faut préparer un sol, il faut mettre une bâche, ou mettre la bâche en sous-sol. Donc voilà, il y a du gros œuvre, il y a un peu de travaux. Et par contre, rien n'oblige d'utiliser l'AEP. Donc là, oui, on peut utiliser de l'eau pluviale pour la remplir, pour faire un bassin à deux. Merci. C'est bon? Monsieur Patro, merci beaucoup. Merci d'être venu ce soir pour cette présentation. Merci à nouveau pour le travail qui a été fait avec vos équipes. Merci. C'est un travail conséquent qui a été fait. Ça vous donne vraiment le fil conducteur nécessaire. Merci. Suivant à l'ordre du jour, collectivité eau du bassin rennais, convention d'assistance à la commune de Melesse pour la compétence défense extérieure contre l'incendie, justement. Assez. Donc le CEDR est compétent en matière de distribution d'eau potable sur le territoire que vous connaissez, mais il a aussi dans ses statuts la possibilité d'assurer les missions complémentaires et accessoires, et notamment une assistance aux collectivités compétentes sur la DECI. Ainsi, la commune de Melesse a sollicité la CEDR pour pouvoir bénéficier de cette assistance en matière de suivi de DECI. Et une convention d'assistance à la commune pour cette compétence a été établie pour préciser les conditions de réalisation. Cette convention concerne les prestations des années 2022, 2023 et 2024. C'est un renouvellement de convention. Le prix unitaire pour l'année 2022 était de 19 € par point. Le nombre de multiplié par le prix unitaire. Le prix unitaire est actualisable au 1er janvier selon l'indice INSEE ING. Donc il faut prendre le prix unitaire de l'année par l'indice UNG de l'année divisé par l'indice de l'année N-1. Vous aviez la convention en... C'est l'annexe. Merci. Avez-vous des questions? Je mets donc la validation du conseil municipal en vous invitant à approuver cette convention d'assistance à la commune de Melesse pour la compétence défense extérieure contre l'incendie et à m'autoriser à signer cette convention ainsi que tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part au vote? Monsieur Marot. Qui est... Et Madame Massé. Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Merci. Le point numéro 3 de l'ordre du jour.
modification des statuts de la communauté de communes du Val-d'Ille-Aubigné. La dernière révision des statuts de la communauté de communes Val-d'Ille-Aubigné a été actée par arrêté préfectoral en date du 15 juin 2021. Lors de sa séance du 12 décembre 2023, le Conseil communautaire a approuvé les modifications suivantes. Afin de pouvoir s'engager dans une démarche de contrat local de santé à l'échelle des territoires de Liffré-Cormier communauté, plus du pays de Château-Giron et du Val-d'Ille-Aubigné, et de permettre la conduite du schéma directeur d'assainissement collectif en vue de la prise de compétences réglementaires en 2026. Conformément au texte en vigueur, le conseil municipal dispose de 3 mois après cette décision prise en séance du conseil communautaire du 12 décembre dernier pour donner son avis sur cette modification statutaire. En cas d'approbation aux règles de majorité fixées, le préfet prendra un arrêté pour acter de ces modifications. Je passe l'ensemble des vues pour arriver directement au haut de la page suivante, qui est donc dans la modification des statuts de la communauté de communes de Val-d'Ille-Aubigné, ajout de la compétence facultative, élaboration et participation à un contrat local de santé. Et le deuxième ajout, c'est à l'article 19. Les communes membres peuvent confier à titre gratuit à la communauté de communes par convention la charge de mener tout ou partie de la prestation ou de l'exécution d'un ou de plusieurs marchés publics pour leur compte, dans le cadre d'un groupement de commandes constitué, et ce, indépendamment des compétences préalablement transférées. Voilà ce qui est soumis à notre validation ce soir. Avez-vous des remarques sur ces 2 points? Bien, donc j'invite le conseil municipal à approuver l'ajout de la compétence facultative, élaboration et participation à un contrat local de santé, et d'approuver l'ajout à l'article 19. Les communes membres peuvent confier à titre gratuit à la communauté de communes, par convention, la charge de mener toute ou partie de la prestation ou de l'exécution d'un ou de plusieurs marchés publics pour leur compte, dans le cadre d'un groupement de commandes constitué, et ce, indépendamment des compétences préalablement transférées. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé à ceci? Qui souhaite s'abstenir? Je vous remercie. Le point 4 de l'ordre du jour. Avenant à la convention d'opération de revitalisation du territoire de Petite Ville de demain. Monsieur Maury. Le programme Petite Ville de demain est un dispositif de l'État qui s'adresse aux communes de moins de 20 000 habitants et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralité et présentent des signes de fragilité. Il donne aux collectivités bénéficiaires les moyens de concrétiser leur projet de territoire pour conforter leur statut de vie dynamique, une faisant libre et respectueuse de l'environnement. La convention d'adhésion au programme national Petite Ville de demain sur les communes de Melesse et la Mézières a été signée le 12 mai 2021 entre la préfecture, les communes lauréates, la communauté de communes Val-d'Ille-Aubigné et le département d'Ille-et-Vilaine. Cette même convention a fait l'objet d'un avenant en date du 11 mars 2022 pour l'intégration de la commune de Saint-Aubin-d'Aubigné. Cette convention d'adhésion engageait à rédiger une opération de revitalisation de territoire, ORT, dans les 18 mois suivant la signature. La convention cadre valant opération de revitalisation des territoires créée par l'article 157 de la loi évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dit loi Élan, du 23 novembre 2018, a été signée le 12 décembre 2022. Cet outil juridique doit permettre aux collectivités de mettre en œuvre un projet global de territoire qui vise à conforter leur centralité en conférant notamment de nouveaux droits juridiques et fiscaux tels que le dispositif de Normandie. Le dispositif de Normandie, c'est un peu l'équivalent du tunnel, mais il y a des avantages fiscaux pour un éclaireur. Après, il y a d'autres contraintes, mais pour faire simple, voilà, c'est la possibilité, en achetant dans de l'ancien, de bénéficier d'avantages fiscaux pour l'éclaireur. Cette convention d'une durée de 5 ans formalise le projet de revitalisation des centralités. Elle présente un diagnostic des enjeux et un programme d'action avec des ambitions partagées, tenant compte des documents et enjeux supracommunaux et des déclinaisons par commune. Pour chaque commune, elle définit un périmètre stratégique pour la mise en œuvre du projet de centralité et présente des fiches actions traduisant les projets qui participeront à répondre aux enjeux définis. La Convention précise
qu'elle peut être modifiée par voie d'avenant chaque année, après avis du comité de projet Petite Ville de demain, dans le cas de l'évolution des périmètres d'intervention, de l'évolution des axes stratégiques, de l'ajout ou la suppression d'actions et de l'évolution des outils juridiques. Ce comité de projet s'est réuni le 23 novembre 2023 et a acté un projet d'avenant pour l'intégration de 11 fiches actions et des modifications de périmètre d'intervention. Ainsi, il est proposé d'ajouter à la convention d'opération de revitalisation du territoire les actions suivantes. Axe 1. Répondre aux besoins de logement en centralité pour limiter la consommation foncière. Densification, identification des opportunités sur Saint-Aubin-de-Ligné, projet de logement à la Perte Briotet sur la Mézière et secteur potentiel de renouvellement urbain sur la Mézière. Décentralité vivante et dynamique, polarité Jules Ferry, jeunesse, culture et sport à Melesse, construction d'un équipement sur une ancienne friche la Mézière, aménagement d'une place de village sur la Mézière et création d'une salle à vocation culturelle à Saint-Aubin-de-Ligné. Décentralité engagée dans la transition écologique et énergétique. La ferme agriculturelle à Maison Collioure Melesse, création d'un parc public et des logements à la Jeannet Melesse, végétalisation des cours d'école sur la Mézière et accompagnement au changement des chaudières fioul sur la Mézière. Ces nouvelles actions portent donc le nombre d'actions à 60 pour l'ORT. En outre, les modifications de périmètre d'intervention portent sur la commune de Melesse avec intégration au périmètre de la grange d'Île à Trois-Poulains au nord, action numéro 25, sur la commune de la Mézière, intégration des sites de renouvellement urbain identifiés, sur la commune de Saint-Aubin-de-Ligné, correction apportée au périmètre pour coller aux limites parcellaires ou au zonage du PLUI par endroit, notamment au sud, sur le complexe sportif. Des outils juridiques complémentaires sont également intégrés à la Convention RT, à savoir le droit de préemption commerciale et artisanale, l'encadrement des baux commerciaux et l'interdiction ciblée de travaux. Le conseil municipal sera invité à approuver l'avenant à l'opération de revitalisation du territoire ORT avec ses secteurs d'intervention et ses annexes, fiches, actions, maquettes financières, calendrier, autoriser le maire à signer l'avenant à la convention cadre Petite Ville de demain, Vallon ORT et tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération et accomplir toutes les formalités nécessaires à sa mise en œuvre et autoriser le maire à solliciter et signer tout financement en lien avec la présente convention. Merci beaucoup. Des questions ou des remarques? Oui, monsieur le maire, alors on va, si vous le voulez bien, travailler fiche par fiche, puisqu'on a un certain nombre de questions sur chacune, enfin pas sur toutes d'ailleurs, mais sur un certain nombre de fiches. Donc est-ce qu'il est possible de les traiter ainsi? Je crois qu'on est plusieurs à avoir des questions à vous poser. Alors, moi je vais commencer sur la fiche numéro 4, qui est l'étude préopérationnelle de renouvellement urbain. Alors, j'aimerais juste, monsieur le maire, que vous nous donniez le postulat de base. La fiche numéro 4, c'est-à-dire que vous reprenez toutes les fiches qui ont déjà fait l'objet d'une validation. Bah, L'avenant ne porte pas sur la fiche numéro 4. Monsieur le maire, elles sont parties intrinsèquement, et sur la fiche numéro 4, j'ai juste une question d'ordre général à vous poser. Oui. Sur le postulat de base que vous utilisez, c'est sur la population de Melesse. Vous, sur le projet tel qu'il nous est soumis, et qui n'a pas fait l'objet d'une modification justement à l'avenant, vous nous dites, le postulat, c'est 6 958 habitants. Or, vous nous avez dit lors de vos vœux que la population était de 7 260 au 1er janvier 2021 et qu'elle avait augmenté de 3%. Donc, évidemment, moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que la fiche numéro 4 rentre dans l'avenant et soit modifiée pour que le chiffre qui sert de postulat de réflexion soit le plus proche possible de la réalité et non pas un chiffre qui ne correspond aujourd'hui plus à rien. La date à laquelle la population de Melesse a fait 6 958 habitants, je ne sais pas quel est le point de référence, mais ça n'a pas de sens. Donc, bien sûr, cette fiche numéro 4 ne fait pas partie de l'avenant. Oui, mais monsieur le maire, si vous... Elle ne fait pas partie de l'avenant. L'avenant a été préparé de manière collaborative entre notre chef de projet intercommunal sur les 3 communes et les services de l'État. Donc, cet élément-là n'a pas été retenu pour faire partie de l'avenant. D'accord. Donc, quand vous travaillez en réflexion, vous ne modifiez pas les éléments... Je dis simplement que dans le cas particulier, cette convention a été travaillée avec les services de l'État. D'accord, mais ne cherchez pas les services de l'État là-dedans, les services de l'État, mais non.
vous C'est cachez pas une derrière... réalité. Monsieur le maire, ne vous cachez pas derrière le petit doigt. Ce que j'essaye de vous faire dire, mais vous êtes en train de me le confirmer, c'est que vous travaillez sur une base où vous nous dites il y a 7000 habitants à Melesse, alors qu'on sait pertinemment qu'il y en a déjà 7800. Oui. C'est ça la réalité, et c'est vous qui le dites. Non, c'est tout. non, on se projette, Mais monsieur non, Margot. mais justement, vous ne vous projetez pas très bien, puisque vous n'utilisez pas Mais les si, bons chiffres. mais si. Vous nous prenez pour des imbéciles quand vous dites ça. Vous me prenez moi pour un imbécile. Et je partage. Et je le prends mal. Je le prends mal. Je dis simplement que ce chiffre de référence d'habitants, ça a été retenu avec les services de l'État au moment de l'élaboration de la Convention. Ça n'a pas été retenu pour une modification, mais ça ne nous interdit pas de prendre les chiffres au plus près de la réalité. Monsieur Molès, vous voulez intervenir? Juste pour, au moins pour cet exemple-là, pour la fiche numéro 4, son statut est marqué qu'elle est finalisée en mars 2023. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de raison de la modifier. Non, elle n'est pas proposée la modification. Monsieur Molès a entièrement raison, sauf qu'elle sert de base à tout le reste. Mais c'est pas grave. Mais bon, ok. J'ai bien compris, monsieur le maire, que, alors d'abord, je ne me permettrai pas une seule seconde de vous placer dans la catégorie. Non. Non, parce que vous voyez, monsieur Maury, si j'avais pensé une seule seconde une telle chose, et vous le savez pertinemment, je me serais permis de vous le dire. Or, je ne le pense pas. Vous vous connaissez, je dis ce que je pense, et c'est peut-être là un de mes principaux défauts. Mais j'entends très bien votre réponse, monsieur le maire, je prends acte. Donc je vais aller, si vous le voulez bien, sur la fiche d'action numéro 6. Allons plus dans l'avenant. Alors, sur la fiche d'action numéro 6, j'aimerais juste attirer l'attention des Molésiens sur le projet architectural qui va une nouvelle fois massacrer le centre-ville de Melesse. Pas l'avenant. Puisque massacrer le centre-ville de Melesse, puisque le projet architectural prévu sur l'ancienne école privée Sainte-Anne est, une fois de plus, un blocos blanc, style grande banlieue parisienne, qui vient percuter, je ne veux pas le dire parce que je ne veux pas aller contre nos amis de la commune de Saint-Jacques, mais qui vient percuter l'architecture du centre-ville. Je ne suis pas certain que nos amis Melésiens en soient pleinement conscients aujourd'hui. On a une petite photo dans un coin. Je voudrais juste que les gens comprennent que vous êtes en train d'élaborer un projet de construction à côté d'une ancienne école en pierre absolument magnifique dans sa conception et dans son histoire, et vous êtes en train d'y rajouter un blocos blanc sans toit et plat, comme vous savez faire, tout en coupant quelques arbres au passage. Votre intervention, elle ne porte pas sur ce qui est proposé en délibération. Alors, monsieur le maire, sur la fiche d'action numéro 10, est-ce qu'elle fait partie de l'avenant? D'accord. La fiche numéro 10. Donc vous direz aux musiciens ce que vous faites comment dirais-je, du monument aux morts, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Sur le projet Rouge-Côte, il est concerné par l'avenir, donc il faut que vous nous disiez ce que vous voulez en faire. Sur la fiche numéro 16, est-ce que vous acceptez qu'on pose des questions sur la 16? Non, elle n'est pas dans l'avenant. Donc la fiche numéro 21, vous n'en voulez pas non plus. Eh bien, écoutez, sur la 27, on publiera tout ça. Sur la fiche 22, vous nous dites qu'elle est... merci. Non, mais vous ne voulez pas du débat. Mais si, Mais non, mais madame, je m'adresse au maire. Je m'adresse au maire qui seul est autorisé à donner la parole. Monsieur Margot, La fiche numéro 24, monsieur le maire. permettez-moi, toutes vos remarques, Oui. y compris celle-là, la toute dernière, là, ne portent pas sur l'objet de la D'accord, délibération. très bien, monsieur le maire. Donc vous faites un commentaire Non, sur on va autre gagner- chose. Vous avez raison, on va gagner du temps. Sur la fiche numéro 24, vous ne voulez pas non plus de mes questions. Sur les anciennes granges et leur devenir, vous n'avez pas d'idée depuis 2020, on n'en parle pas. La réhabilitation de la salle polyvalente à Melesse, vous ne voulez pas qu'on vienne sur ce territoire, très bien. Mais je pense que si... Non, mais on va continuer très vite parce que ça va aller très vite. Finalement, ce que vous n'acceptez pas, monsieur le maire, et on va s'arrêter là, c'est le moindre débat sur le fond. Moi, j'ai une dernière question à vous poser, monsieur le maire. Est-ce que je dois croire le Claude Jaouen de 2020 qui disait aux Melésiens que la Jeannet, sur le site de la Jeannet, seul l'aménagement d'un parc nature en cœur de ville est inscrit à notre programme, sans construction, nous nous y engageons. Est-ce qu'il faut que les Melésiens croient le Claude Jaouen de 2020 qui faisait des promesses à la veille du scrutin, ou est-ce qu'il faut croire le maire de Melesse qui propose aux Melésiens de continuer d'abîmer cette ville? Voilà, monsieur le maire, c'est mon unique et dernière question. Oui, je laisse à monsieur Maury. Juste pour répondre, entre-temps, il y a eu entre autres la loi ZAN, où il y a une véritable préoccupation aujourd'hui de pouvoir répondre, oui, il y en a qui peuvent gaucher, mais c'est une réalité. Il faudra, dans les années à venir,
accepter de pouvoir continuer à accueillir en fonction de nos obligations à travers le PLH, le SCOT, etc. Il faudra réfléchir. Donc ça veut dire que rien n'est figé, que les choses peuvent bouger, malheureusement, et c'est pas du tout entendre massacrer, blocos, etc. Ce sont des propos qui ne sont pas très... Non, mais si vous considérez que l'immeuble Iris, dans lequel un certain nombre d'entre vous ont investi des billes, et si vous considérez que l'intergénérationnel, et si vous considérez que l'international est une réussite architecturale, et si vous considérez que le site de l'ancienne école Sainte-Anne est une réussite architecturale, grand bien vous fasse. Nous pensons, nous, Monsieur Maury, qu'il faut cesser d'abîmer cette commune. Voilà la réalité de notre pensée. C'est tout. Sur le pôle intergénérationnel, les Molésiens jugeront, et j'y porte beaucoup plus d'importance que sur votre jugement à vous, et Bien sur sûr. tous les propos exagérés que vous proférez. Exagéré, vous avez raison. Revenons. Etc. Revenons. C'est une insulte à beaucoup de gens qui travaillent autour de ces projets. Voilà. Bien, Et revenons. Les Molésiens auront d'un Mais bien sûr, M. Brie. Revenons à la question n'est pas délibération. sur le contenu, la question est sur la forme. Vous construisez et vous abîmez. C'est S'il tout. vous plaît. C'est une remarque. L'objet de la délibération est l'avenant à l'opération de revitalisation de territoire. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Donc, M. le maire, juste une explication de vote. Nous nous abstiendrons sur cette délibération, puisque bien évidemment, nous avions approuvé le projet Petite Ville de demain. Mais nous n'en approuvons pas le contenu et encore moins les modifications que vous y apportez. Je mets au vote. Qui ne participe pas à ce vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? 5 abstentions. Conseil municipal, Monsieur Ferrand, vous avez un avis différent qu'au conseil communautaire. Monsieur le maire, vous n'avez Alors, pas le droit. ah non, Monsieur le non, maire, non, vous n'avez attends, pas le j'avais- droit. Non, vous n'avez pas le droit de faire ce genre de remarques. Non, vous n'avez pas le droit, monsieur le maire, de Les faire deux ce genre de réunions remarques. sont deux réunions publiques. Non, monsieur le maire, vous n'avez Deux pas le réunions droit de sont faire deux ce genre de réunions. remarques. Attends, laisse-moi répondre, s'il te plaît. Laisse-moi répondre. Monsieur Ferrand. Alors, ce qui concerne le Valier-le-Bigné, c'est le Valier-le-Bigné. Ce qui se passe à Melès, c'est Melès. Je crois, ce que vous demandiez à M. Marvaux quand il vous parle en tant que président du Valier-le-Bigné, quand il parle de Melès, et inversement. Je m'en tiens à votre politique, effectivement. Quand nous sommes à Melès, je parle de Melès, et quand nous serons au Valier-le-Bigné, je parlerai du Valier-le-Bigné. Tout simplement, je ne veux pas commencer à faire du point particulier de Melès au Valier-le-Bigné. C'est une façon de faire. Ça vous convient peut-être pas. Il se trouve que ce sujet-là, c'est le même. Non, mais Simplement le même, avec le même texte. non, mais monsieur le maire, je n'allais pas parler des points précis de Melès au moment du Valier-le-Bigné. Vous comprendrez bien que, encore une fois, c'était un cadre général et que ce que nous voulions faire ce soir, ensemble avec Ensemble pour Melès, c'était de parler spécifiquement des projets que vous souhaitez mettre en place à Melès. Le conseil Tout simplement. communautaire, c'est l'ensemble de l'avenant qui a été voté. L'ensemble. Bien, on peut Vous passer- n'avez pas le droit. on peut passer Vous en n'avez point pas le 5. droit de faire ça. Après, C'est une réunion Monsieur le publique. Président, Absolument, vous absolument, n'avez- mais- vous n'êtes pas ici le président du Val-d'Ille-Aubigné, vous Je suis êtes le maire maire de de la commune. Melès, et ici on parle des sujets qui concernent la commune Voilà. de Melès. Ça vous gêne Bien. quand on... Non, mais ça vous a gêné quand je parlais de la commune de Melès en conseil communautaire. Ne venez pas maintenant nous dire qu'il faut qu'on le fasse systématiquement. On parlera du Val-d'Ille systématiquement. La cacophonie, mesdames, ne sert à rien. Non, mais alors, s'il vous plaît. Je propose qu'on poursuive l'ordre du jour. S'il vous plaît. Le point suivant à l'ordre du jour porte sur le budget participatif et vous avez sur table un correctif. Et je passe la parole à Béatrice Solette. Alors, conformément à la délibération, je passe le numéro en date du 13 décembre 2023, un nouveau règlement du budget participatif a été adopté par l'Assemblée délibérante. L'article 5 stipule que le comité de suivi du budget participatif est présidé par M. le maire et composé comme suit de 5 élus membres du conseil municipal, donc le maire, l'élu en charge du budget participatif, l'élu en charge de la jeunesse, un élu de la majorité et un élu de la minorité, puis 5 habitants à partir de 16 ans qui ont fait acte de candidature auprès de la municipalité. Les membres de ce comité ne peuvent être porteurs de projets sur l'édition en cours. Un appel à candidature a été proposé et a été clôturé le 19 janvier 2024, conformément à la règle du budget participatif. Le nombre de candidatures reçues est supérieur à 5 et son sort était
représentera la jeunesse. S'agissant des représentants du conseil municipal, il fallait un membre de la minorité et un membre de la majorité. Donc Madame Isabelle Le Marchand a été éliminée et Madame Séverine Gauguin également s'est proposée. Le conseil municipal sera invité à prendre acte de la nomination des 5 habitants ci-dessus nommés au comité de suivi du budget participatif et nommé au comité de suivi du budget participatif Madame Séverine Gauguin, Madame Isabelle Le Marchand, en complément de Monsieur le maire, de l'élu en charge du budget participatif Madame Berthe Valette et de l'élu en charge de la jeunesse, Monsieur Michel Leroux, conseiller délégué à la jeunesse, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Merci. Des questions ou des demandes de précision? Monsieur Bravo. Non, monsieur le maire, juste une remarque. Serait-il possible de suivre les recommandations de l'Académie française et de la plupart des orthophonistes français qui bannissent désormais de façon assez systématique l'utilisation de cette langue bizarre qui est l'écriture inclusive et qui perturbe la lecture des dyslexiques qui, comme moi, ont une grande difficulté, de par le handicap qui est le mien, à lire ce genre de documents lorsqu'ils me sont soumis. Je croyais que la langue française était protégée dans ce pays par l'Académie française. Est-ce qu'on peut, monsieur le maire, supprimer cette écriture de nos documents officiels? J'ai entendu la remarque, ce n'est pas l'objet de Non, la, mais c'est ma question. J'ai entendu la question. On pourra évoquer ce sujet À une autre occasion. Très bien. Ben, nous adopterons cette délibération avec grand plaisir. Je soumets au vote. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Bravo, merci. Le point suivant, le point 6. Monsieur Gentes. La commune de la Mézières accueille une enseignante spécialisée et une psychologue qui interviennent pour les élèves du territoire dans le cadre du RADED, réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté. Le financement de cette enseigne entre dans les obligations des communes de subvenir aux besoins de fonctionnement de l'école, proportionnellement au nombre d'élèves scolarisés dans les écoles publiques. La commune de la Mézières fait la vente du matériel nécessaire et des charges de fonctionnement. Le colis de la circonscription participe au prorata du nombre d'élèves scolarisés dans leurs écoles publiques. Dans l'année civile 2024, l'inspecteur de l'éducation nationale a établi le besoin matériel de fonctionnement de la psychologue scolaire et de l'enseignement spécialisé. Le budget prévisionnel établi est de 3 300 €. Il sollicite donc une subvention pour le fonctionnement de cette enseigne à hauteur de 1,51 € par élève, soit un montant de 80 € pour la commune de l'ES. Cette subvention sera collectée par la commune de l'ES. Merci. C'est clair pour tout le monde. Je soumets au vote du Conseil. En vous invitant à décider d'attribuer cette subvention de 721 au titre du RASED, de m'autoriser à verser la subvention à la commune de la Mézières, ainsi que et de signer tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? En vous remerciant. Le point 7, extension d'école élémentaire, avenant numéro 1 au lot 15. Madame Massé. Dans le cadre des travaux d'extension de l'école élémentaire, un avenant doit être conclu pour le marché de 2022-2023 relatif aux travaux d'extension de l'école élémentaire. Celui-ci est de 16 000 €. Les modifications de contrat correspondent à des modifications non substantielles du marché initial. Elles n'introduisent pas de conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, pourraient attirer davantage d'opérateurs économiques ou permis le choix d'une autre offre que celle retenue. L'équilibre économique du marché en faveur du titulaire n'est pas modifié d'une manière non prévue dans le marché initial. Ces modifications ne modifient pas l'objet du marché. Celles-ci ont été demandées par l'architecte et contrôlées par les services techniques de la commune dans le cadre du suivi des travaux. Et il s'agit de modifier le bloc sanitaire. L'avenant 1 prend en compte le devis du 8 janvier 2024 d'un montant de 3 965,96 €. Nous avons donc un nouveau montant de marché, un montant initial du lot, qui est de 318 000 € TTC, un avenant qui est de 4 759,15 € TTC et qui fera un nouveau montant de marché public pour un montant TTC égal à 322 759,15 € avec un pourcentage d'écart cumulé à 1,50%. Merci. Je
Mettre au vote, Monsieur Margot, pardon. Je peux mettre au vote. Pendant des mois, vous nous avez expliqué que vous aviez besoin d'agrandir l'école élémentaire parce qu'elle ne répondait pas aux besoins de la population. Vous avez même pour ça rasé des arbres qui étaient installés, alors que nous ne cessions de vous dire que le problème dépassait largement le problème ou l'unique sujet de l'école élémentaire. Et vous venez, à travers une simple modification financière, confirmer ce que vous n'osez pas dire à la population encore aujourd'hui, puisque vous n'avez informé personne, et à commencer par les parents d'élèves. Vous venez nous expliquer que vous êtes en train de transformer ce bâtiment en école maternelle, et donc qu'à la rentrée prochaine, vous allez y mettre non pas des élèves de l'école élémentaire comme vous l'aviez promis, mais des élèves de l'école maternelle parce que vous êtes confrontés à une inaction depuis 10 ans sur une école qui s'effondre, et donc que vous allez retrouver toute la complexité que nous avions soulevée lors du débat, qui est qu'une utilisation d'un bâtiment qui a été conçu pendant toute sa phase de conception pour être un bâtiment d'école élémentaire, est transformé à la va-vite, au dernier moment, le plus discrètement possible, dans un petit avenant financier qui n'a fait l'objet d'aucune publicité. Et j'ai lu de A à Z, M. Jantes, le rapport du conseil d'école auquel vous assistiez, et où vous n'avez fait aucune annonce officielle, vous avez juste lancé des pistes en disant que cela serait possible. Les parents d'élèves auraient pu à minima être prévenus, la population également. Une fois de plus, Monsieur le maire, vous dites des choses et vous faites le contraire. Nous vous avions expliqué à l'origine que cette école, que cet agrandissement était une aberration, parce que c'est une aberration de concevoir un bâtiment pour une finalité et, in fine, s'en servir pour autre chose. La démonstration est faite, l'addition est sur la table. C'est bien dommage, Monsieur le maire. Cette extension d'école élémentaire, elles ont été baptisées à tort extension d'école élémentaire. Ah, c'est écrit dans le magazine. C'est vous qui l'écrivez, Monsieur le maire. Vous êtes fascinant. D'origine, il y a un usage mixte qui a été prévu. M. Jantes peut compléter. Oui, pour ce qui concerne le conseil d'école, c'est des pistes qui avaient été mises. À ce moment-là, il n'y avait pas de décision qui était prise. Il me trouve que depuis, les représentants parents d'élèves ont été informés. Donc ça ne se fait pas en catimini, comme vous dites. Et contrairement à ce que vous pensez, on essaie de réagir en prenant en compte justement le fait qu'on a un bâtiment qui sort et qui va être utilisé à meilleur escient. Voilà. Si vous nous dites qu'en fait on a fait un mauvais choix de construire une extension, il se trouve que pour la rentrée prochaine, ce bâtiment sera bienvenu. Et accueillera dans le confort. Donc je ne vois pas le problème en fait. Je vois pas le problème. Mais le problème, M. Jantes, c'est que vous dites une chose et vous faites le contraire. C'est ça le problème. Mais pas du tout. C'est bien un bâtiment d'école. C'est bien un bâtiment d'école. Ça veut juste dire qu'on ajuste en fait l'usage d'un bâtiment Mais, aux besoins. mais qui parle depuis le début d'agrandissement de l'école élémentaire? Qui parle de ça? Pas nous, vous. Vous en avez même fait, Monsieur le maire, un article entier du magazine. Je vous ai dit qu'on ajuste l'usage. Mais non, vous n'ajustez pas, vous réagissez à la petite semaine parce que vous n'avez pas été capable en 10 ans de gérer le problème de l'école maternelle et qu'elle vous est tombée sur la tête et que vous avez été infichu foutu capable de le gérer. D'ailleurs, la dernière fois qu'une intervention avait été faite, c'était des Algeco. Donc on voit bien la façon dont vous gérez les choses. Vous n'anticipez rien et aujourd'hui vous avez la tête dans le sac avec un vrai problème pour la rentrée prochaine et vous vous cachez une fois de plus derrière votre petit doigt pour ne pas l'annoncer. Laissons, tout va bien, Monsieur le maire. Tout va bien. Si laissons M. Jantes poursuivre. La question de la construction d'une extension aux écoles publiques, alors qu'elle s'appelle extension d'école élémentaire ou extension des écoles publiques, c'est anticiper le besoin en place. Ah ben non. Vous êtes fabuleux. Non, mais vous devriez essayer la magie. Ce bâtiment avait vocation dans un second temps à accueillir des élèves de maternelle. Ce second temps arrivera plus tôt. C'est tout simplement. Mais pour des raisons qui ne sont pas liées à la démographie, mais qui sont liées à votre incompétence à prévoir. S'il vous plaît. On peut reprendre les chiffres. On peut reprendre. Monsieur Margot. On peut reprendre les chiffres de Mme Monsieur Margot. Mestri lors de Il y a une l'élection. règle de fonctionnement. Monsieur le maire. C'est quoi ça? Interruption de séance. Merveilleux. C'est quoi ça? 10 minutes. Oui.